à toutes et tous qui est ici en présentiel et bonjour aussi aux web aux spectateurs et téléspectateurs qui nous regardent pour cet après-midi, cette journée d'après-midi de conférence en tous les cas consacrée à la data dans le sport. On a un très joli programme et une très jolie table ronde qui nous est proposée avec pour thématique data, sport et performance. Avant de vous présenter les différents intervenants qui sont sur le plateau avec nous et en présentiel, c'est analyser, utiliser pour améliorer les performances des athlètes, comment les protéger aussi face à des cyberattaques. On aura un spécialiste en la matière. Comment la data peut-elle être utilisée par les annonceurs d'un point de vue commercial en termes de marketing et d'innovation, les performances tactiques, le recrutement, le suivi médical, la préparation physique, les agences également aussi qui exploitent les datas, l'agence Kantar qui nous seront présentées au quotidien comment ces datas sont utilisées, et la mise à disposition et transformation de ces dispositifs innovants pour les sportifs amateurs, les enjeux et les perspectives. Et pour répondre à ces thématiques abordées, on a un très joli plateau avec notamment monsieur Christian Califano, qui est le directeur général de rugby MyCoach, directeur général rugby de MyCoach, ancien international de rugby, ancien joueur du Stade toulousain. Monsieur Damien Comely, le président du Toulouse Football Club, autrement appelé le TEF également. Frédéric Delage, sport, movie expert et consultante, professeur de sport management, qui sera notre co-animatrice de la commission Sport Connecté. Un titre un petit peu à rallonge, mais rien n'est oublié. Jean-Philippe Gilbert, responsable développement commercial chez MyDigitPlace, expert en RGPD. On parlera avec lui de cybersécurité. Et enfin, monsieur Benoît Maury, conseiller technique du TUC, le Toulouse Université Club, ostéopathe également aussi chez Sport Conseil. Et on va commencer avec notre premier intervenant, monsieur Christian Califano, pour nous parler de son application de rugby MyCoach. Bonjour Christian. Bonjour Reda, bonjour à tous. Merci en tout cas de cette belle invitation. Un plaisir de venir partager certains sujets, notamment sport et digitalisation. Voilà, pour vous parler de MyCoach d'entrée là, comme ça. Oui, d'entrée. On va peut-être regarder un petit film. Oui, on peut. Voilà, si vous voulez, je vous présente une petite vidéo de voir un peu ce qu'on fait, ce qu'on représente aujourd'hui dans le sport français, et après on peut discuter. Il n'y a pas de souci. Eh ben, pas de problème. La vidéo pour présenter MyCoach, c'est parti.
Merci beaucoup, avec grand plaisir. Alors je vais continuer un peu sur la présentation de MyCoach, MyCoach Pro. Aujourd'hui, voilà, vous l'avez compris, on accompagne les clubs et les fédérations sur le côté digitalisation. Alors ce qui est un peu nouveau pour moi qui suis issu d'une ancienne génération, j'ai connu les Minitel, aujourd'hui d'arriver sur des plateformes où on arrive à tout centraliser, c'est-à-dire qu'on s'occupe autant de la partie sportive, la partie médicale, la partie aussi administrative. Voilà, c'est assez large, assez vaste, mais en tout cas c'est un sujet hyper intéressant quand on voit l'évolution du sport qu'il y a aujourd'hui. L'idée, alors je ne sais pas si je vais peut-être anticiper sur les questions. Allez-y, mais je rebondirai. Ouais, si avec grand plaisir, Eda. L'idée, c'est que aujourd'hui, au-delà de la plateforme, ce qu'on est capable de créer, c'est surtout comment aussi, pareil, on traite certaines choses, notamment la data. En gros, l'idée, on récolte ces datas à partir de certains points. Ça peut être sur la préparation physique, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur les données GPS, ça peut être aussi sur les questionnaires subjectifs, c'est-à-dire que voilà, état de forme, voilà. Derrière, c'est surtout comment on la traite. Et là, bien sûr, toujours pareil, ça dépend de la plateforme. Qu'est-ce que vous allez en faire? Nous, l'avantage qu'on a, alors je ne fais pas la propagande aussi, que ça soit clair avec tout le monde. L'avantage qu'on a peut-être aujourd'hui, c'est que c'est un outil convivial et facile à utiliser, qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué auparavant, avant cette intervention, c'est que nous, on opère sur deux secteurs. Secteur pro, mais aussi le secteur amateur. C'est-à-dire qu'on nous laisse l'opportunité de pouvoir utiliser cette plateforme dans les différentes catégories, dans les différentes divisions. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Sur l'idée, c'est que aujourd'hui, on a développé depuis pas mal de temps, parce qu'on s'est aperçu, et je vais prendre notamment ma partie dans le rugby, on voit aussi le gap qu'il y a eu en l'espace de 4-5 ans. En gros, on était peut-être parti, c'est ce que j'ai expliqué encore une fois, je le dis avec beaucoup de franchise, on s'était peut-être trompé de stratégie au départ de l'aventure, notamment dans la partie rugby, car on a lancé ce projet en 2019, lors de la Coupe du Monde au Japon. Donc voilà, et on était parti 2 ans auparavant en pensant que ce qu'on faisait aujourd'hui, notamment dans le foot et dans d'autres sports, parce qu'on représente aujourd'hui, pour vous donner une idée du marché, nous aujourd'hui on est à 45% du marché, on représente 45% du marché, sachant que la deuxième plateforme est à 2%. L'idée c'était de dire, voilà, pour ça qu'on parle beaucoup de stratégie et d'évolution, parce que ça va très vite, c'était de refaire un peu une refonte de ce qu'on avait prévu au départ, parce qu'on avait pris ce qu'on faisait un peu partout dans tous les sports, notamment le foot qu'on adore, qui est notre ADN, qui est notre point fort. Je dis ça parce qu'il y a le président juste à côté de moi. Donc on l'a voulu le retranscrire automatiquement dans le rugby, et là on s'est trompé. Parce qu'en fait, chaque sport est différent, chaque façon de se préparer. Et on a des spécialistes qui viennent d'arriver et qui pourront en parler mieux que moi. C'est vrai que voilà, il a fallu se réadapter. Et pour ça, on a changé encore une fois de stratégie, de vision. On a simplement fait appel, parce que comme on peut l'expliquer, on traite des données, mais aussi il faut aussi les interpréter, mais les mettre aussi en évidence par rapport à des solutions. Et en fait, on s'est attaché les services de beaucoup de référents dans des domaines, notamment des data scientists, des gens qui étaient issus de la performance, voilà, ce qui nous a permis de sortir une autre évolution de la plateforme, avec notamment Performance BI, qui aujourd'hui est une référence pour nous, une référence pour pas mal de clubs, parce qu'aujourd'hui on a la chance de travailler, donc c'est vrai, avec certains clubs de rugby, on travaille avec Toulon, on travaille avec Bayonne, on travaille avec Dax, on travaille même avec la fédération de Côte d'Ivoire. Voilà, on est assez développé sur la partie rugby, même si j'essaie d'attraper un club qui m'est cher ici sur la région de Toulouse. Et, il paraît que certains seront là, donc Colomiers, merci président, merci président, merci de me rattraper. Je vois qu'on a des amis en commun, c'est de me rappeler, parce qu'en plus on était avec eux hier, et quand justement on peut parler de Colomiers, c'est impressionnant aussi, pareil, la force de travail que peuvent avoir ces clubs-là. Même en deuxième division, c'est hyper construit, c'est très clair. Et pour reprendre mes propos, l'idée c'est que on a développé dans cette partie, ce module Performance BI, qui est un outil extraordinaire, qu'on pourrait peut-être détailler, mais qu'on aura peut-être la chance, pour ceux qui veulent me poser la question juste après. Je suis ouvert à tout type de discussion. Mais en gros, pour reprendre mes propos, c'est ce que représente aujourd'hui MyCoach dans l'environnement du sport français. Alors c'est vrai qu'on est en concurrence, ça nous arrive avec certaines plateformes étrangères, mais on s'attache ce point fort de dire ce côté souveraineté aussi. Ça c'est important, parce que le produit français est là, le produit français existe, le produit français est très bon, et c'est vrai que nous on a eu la chance et l'opportunité d'avoir fait une belle levée de fonds il y a 1 an et demi, qui nous a permis de passer cette crise et notamment de développer d'autres parties. Mais quand on voit des levées de fonds, et on va prendre justement Catapult qui a fait une levée de fonds de 100 millions de dollars, on n'est pas dans la même catégorie. Mais on se bat avec nos moyens, on se bat avec notre intelligence et l'envie de faire et aussi de bien faire. On va rentrer un peu plus dans le détail justement à propos de data, données en français aussi. Qui a accès à ces data? On parlera de cybersécurité, de protection de ces données tout à l'heure avec nos experts en la matière, mais qui a accès à ces data? Comment on les utilise finalement, et comment on les recueille? Par quel système? Je suppose que là aussi il y a des spécificités en fonction des différentes disciplines.
qui a accès à la data? C'est toujours pareil, les utilisateurs. C'est-à-dire Mais qu'aujourd'hui, le sportif ou le staff? Ou est-ce que c'est les deux conjointement? alors, nous, on travaille beaucoup avec les clubs et les fédérations. C'est-à-dire que c'est plutôt les staffs qui ont accès directement à ces datas. Les sportifs, oui, bien sûr, on peut leur donner des retours. Ça dépend aussi de la politique de chaque club, de chaque fédération. On peut avoir aussi des sportifs qui disent voilà, moi je veux avoir mon rendu sur la préparation. On le fait, l'interprétation elle est simple, hein, on le fait ou par tableau dynamique ou simplement par des graphes, speed art chart, on a tout ça, on a tous ces points-là. Mais en gros, c'est en priorité les staffs. Parce que c'est comme ça, on ne veut pas changer aussi notre philosophie, c'est important que voilà, sinon ça va être diffus et ça part partout. Après, la deuxième question, Redouane, c'était sur... C'est comment vous les recueillez ces datas justement? Avec quel système? Justement, sur notre plateforme, directement, on recueille ces datas avec les points qu'on a évoqués tout à l'heure. C'était donc à partir de la prépa physique, ça peut être la nutrition, ça peut être toujours pareil, les données GPS, parce que là aussi, pareil, quand vous avez des données GPS, c'est un sujet qui est des fois pas compliqué, mais qui demande beaucoup de travail, notamment dans les clubs. Ça prend énormément de temps pour le traitement des données. Donc là, on est un outil de... Alors, oui, c'est vrai, on a ce rôle de faciliter certaines choses. Et après, derrière, sur la cybersécurité, ça c'est un point hyper important. Je crois que c'est celui qui nous touche tous aujourd'hui. C'est de dire que la cybersécurité, on n'est pas infaillible, mais on travaille pour. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on dégage beaucoup de budget durant toute l'année où on fait appel à des sociétés privées qui viennent un peu essayer de nous hacker en disant voilà, on va essayer de voir un peu comment est le système MyCoach aujourd'hui. Je pense que vous en parlerez mieux que moi hein, tout à l'heure. Sur cette partie-là, on est très vigilant. Pourquoi? Parce que les données, nous, en fait, on récolte, mais on ne vend pas. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas là aujourd'hui pour commercialiser la data. C'est pas notre objectif. L'objectif, la data appartient aux clubs, appartient aux fédérations. Aujourd'hui, pour rien vous cacher, même quand on a la chance de travailler avec des clubs comme l'OL, comme Monaco, voilà, tout ça, c'est hyper sécurisé. Et la data, voilà, même sur le plan sportif, on peut parler aussi sur les données médicales. Ça, c'est hyper. C'est un sujet qui est je veux dire, pas compliqué, mais c'est en fait, là aussi, c'est des demandes très, très approfondies sur le sujet. Justement, cette data, quand elle est utilisée par les clubs, est-ce que la tendance est à une utilisation plus massive de la data? Est-ce qu'il y a encore des freins dans les clubs? On va dire l'élément tendanciel autour de l'utilisation de la data. Est-ce que vous sentez, vous, que c'est porté ou est-ce qu'il y a encore des réticences dans certains clubs? Ou alors est-ce que maintenant, l'utilisation d'applications comme la vôtre et de data est devenue presque un prolongement naturel du sportif professionnel? Ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'on voit l'évolution du sport aujourd'hui. Moi, j'étais aux prémices d'un peu les GPS. Quand on voit qu'aujourd'hui on est sur une évolution complète et digitalisation des clubs, oui, il y a une forte demande aussi. On le voit avec la fédération. Pour vous donner un exemple, nous, on a la chance de travailler avec la fédération de hand. On travaille autant avec la fédération que tous les clubs. En fait, on est structuré à 100% avec eux. Et après, je pense qu'il y a une demande. Après, bien sûr, il y a toujours des réticences. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon... En fait, dans l'outil MyCoach, ce qui est important, c'est qu'on ne vient pas changer le mode de travail. Des préparateurs, des staffs, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est simplement de faciliter leurs tâches, de récolter leurs données, de leur donner aussi une vue d'ensemble sur le club, mais pas aussi de changer leur quotidien. Vous savez, on a toujours eu des freins. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir échanger. On a pris peut-être la méthode. Alors, c'est dur pour moi qui avais l'habitude de jouer contre les Anglais, mais la méthode anglo-saxonne, c'est pas la plus mauvaise. Et en fait, l'idée d'échanger en permanence, de donner, parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est pas de venir vous imposer une plateforme en disant tiens, voilà, vous utilisez ma coach, on se serre la main et on s'en va. Non, l'idée, c'est toujours pareil, de garder ce lien, cette communication qui nous fait avancer, parce que c'est toujours pareil. On grandit avec nous en interne, mais on grandit aussi grâce aux idées très pertinentes des clubs. Et encore une fois, je trouve que quand on a des gens qui sont très réticents, la plupart du temps, après l'utilisation qui se fait ça ne se fait pas en claquement de doigts, c'est-à-dire que c'est une habitude, un quotidien qu'il faut avoir sur l'utilisation de la plateforme. En l'espace de 3-4 semaines, c'est même eux qui nous appellent, les plus réticents, en disant « Mais t'as pensé à ça, il faudrait... » Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on garde aussi... quelque chose d'homogène. Et puis ce qu'il faut, c'est qu'on est, vous savez, aujourd'hui on parle de data, mais on parle aussi de cohérence dans ce qu'on fait, c'est de garder une certaine rigueur et une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on se sert beaucoup aussi pareil sur les metrics en fin de mois de tous les clubs qui utilisent. Voilà, on garde, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on veut essayer de comprendre rapidement. Même nous, on l'utilise en interne, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir voir un peu comment ils l'utilisent et comment on les accompagne sur le long terme. Peuvent s'entremêler l'une à l'autre. D'abord, est-ce que c'est cher d'utiliser la data? Combien ça coûte de mettre ça en place? Est-ce qu'on peut définitivement dire maintenant que la data et le sport professionnel sont mariés pour la vie, ils sont indissociables? Alors, c'est la question. Alors, faut bien
faut bien y répondre. Nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'avantage, peut-être la chance d'aujourd'hui de pouvoir la proposer dans deux mondes, le monde professionnel et le monde amateur. Quand on parle des clubs amateurs, aujourd'hui, on a un prix standard qui nous permet d'accompagner du mieux possible ces clubs-là dans l'organisation, la gestion des équipes, le suivi administratif, donc tout ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une des grandes forces de MyCoach, c'est que si on devait l'imager, j'aime bien le terme image, c'est une énorme colonne vertébrale où en face de vous, vous avez une vidéothèque ou une bibliothèque, vous allez chercher vos capsules. Et à partir de là, vous allez construire votre plateforme. C'est pour ça que nous, on a aussi cette agilité. Il y a des fois des clubs qui nous demandent, voilà, nous, on a besoin que 2, 3, 4 modules, on n'a pas besoin de tous les modules, parce qu'on ne veut pas non plus arriver en disant, voilà, on vous donne la plateforme, la meilleure plateforme. Voilà, ce n'est pas nos termes de langage qu'on a au sein de MyCoach, c'est plutôt l'idée de dire, voilà, on s'adapte par rapport à vos demandes, par rapport à un cahier des charges. C'est ce qu'on fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on va dans les clubs, on dit, voilà, comment vous travaillez, quel est votre souhait, quelle est votre vision à long terme, et à partir de là. Après, c'est sûr, il y a des clubs qui sont des références, des clubs référents chez nous qui en fait ont pris la plateforme MyCoach. Ils nous ont complètement tout désarticulé. Ils ont dit ben maintenant on va faire comme ça, comme ça. Mais c'est aussi pareil, c'est d'autres enjeux, c'est aussi d'autres. Parce qu'aujourd'hui la plateforme, au-delà de la récolte de data, elle est, je le disais aussi en préambule de l'intervention. Désolé si je suis un peu long, mais c'est important. Il faut qu'elle serve pas uniquement sur la collecte, mais aussi sur ce qu'elle peut transmettre aussi au fil du temps. Nous, on ne regarde pas, c'est-à-dire qu'on essaie, comme on le fait depuis pas mal de temps avec certains clubs, ça fait 7-8 ans déjà qu'on travaille avec eux, c'est surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur la partie évolution aussi du joueur. Alors, je sors vraiment du cadre, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de prix, on parle plus de... Ce qui est intéressant, c'est surtout quand on voit aussi l'évolution dans le sport, on voit aussi l'évolution du jeune joueur. C'est-à-dire qu'en fait, on intervient aussi beaucoup auprès des académies, des centres de formation, où là, il y a vraiment un rôle capital à jouer sur ce que je disais, un plan de développement, un plan de succession. Un plan de succession, c'est si simple, c'est en fait, vous prenez un jeune joueur, vous dites, voilà, si aujourd'hui il doit jouer, je sais pas moi, latéral droit au TFC, il faut qu'il ait tel standard. Un plan de développement, c'est dire, voilà, aujourd'hui, ce qu'on va développer, nous, en club, sur 3-4 années. Donc tout ça, ça nous intéresse aussi, sur la prolongation de ce qu'on peut amener. Et encore une fois, sur la partie formation, c'est impressionnant parce qu'on arrive maintenant, avec ces outils-là, à détecter, alors pas à 100%, mais on commence à détecter plus ou moins à 10, 20, 30, 40%, mais c'est déjà intéressant. C'est les futurs talents de demain, quoi. Très bien, merci. Merci pour cet éclairage. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans la salle? Allez-y, sur Christian Califano. Le récit était très clair, la présentation impeccable, pas de questions. Merci. C'est impeccable. Merci. N'ayez pas peur, hein. Beaucoup. Je plaque plus. Hein. Même sur les restes, à mon avis, il va y avoir un bel élan encore. On va continuer cette découverte du data avec le président du TFC, du Toulouse Football Club, Monsieur Damien Comolli. Président, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Quand on dit data, sport et football, on pense à vous, surtout en région toulousaine, parce qu'avant d'arriver ici à la direction du TFC, votre réputation vous précédait. On savait que vous étiez, et vous l'aviez clairement affiché, par un spécialiste de la data, mais un utilisateur confirmé de la data. D'abord, pourquoi ce choix? Est-ce que votre expérience, vos expériences anglaises et du football en règle générale vous a amené à l'utilisation de la data? Pourquoi la data dans le football vous semble indispensable, Président? Alors d'abord, j'aimerais apporter une petite précision. J'ai passé brillamment avec 0 mention mon bac économie et avec 3 en maths au bac. Donc moi et les maths, ça fait pas 2, ça fait 10. Je n'y comprends rien. Par contre, je suis incapable de concevoir quoi que ce soit en termes de data, mais je sais l'interpréter. Donc j'ai la chance d'avoir des analystes et des gens beaucoup plus intelligents que moi qui la créent, la data, qui créent les algorithmes, qui savent comment la collecter et qui savent comment aussi l'interpréter. Et puis moi, je viens dans une deuxième étape sur la prise de décision en utilisant la data. Alors, pourquoi j'ai commencé à... En fait, ça a commencé par le baseball aux États-Unis. Dans les années... Enfin, le vrai commencement, ça a été quand Prozone s'est formé, pour les plus âgés d'entre nous. À la fin des années 90, j'ai eu la chance d'assister je travaillais à Arsenal à cette époque-là, et j'ai eu la chance d'assister à la première présentation qu'ils ont jamais faite à un club anglais. J'étais avec Arsène Wenger, et donc on a été absolument subjugués de voir ce que Prozone pouvait amener. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, Prozone, ils installaient des caméras, ils installent toujours d'ailleurs, des caméras qui capturent toute la data physique, technique et tactique sur le match de votre équipe dans le stade. Et donc, ça a commencé par là. Après, il y a un acteur très important sur le marché qui est arrivé par l'Angleterre, comme très souvent pour l'utilisation de la data, si ce n'est à part mes amis niçois, parce que je les connais bien, de MyCoach, qui était Opta.
Et donc Opta est arrivé, a commencé à nous donner des rapports de match et des rapports sur un certain nombre de ligues, en fait, dans le monde entier, qui ont commencé ces rapports à nous donner des indications fortes sur la performance de nos joueurs, la performance de notre équipe, sur la performance des équipes avec lesquelles on était en compétition et sur la performance des joueurs qui étaient sur le marché de manière générale. Et puis là-dessus, j'ai été aidé par mon frère qui habite dans la Bay Area, à San Francisco, et qui un jour m'appelle et me dit: je t'ai envoyé un bouquin, il faut que tu le lises à tout prix. Donc j'ai reçu le bouquin, c'était Moneyball, de stratège en français. Je ne sais pas si le bouquin a été traduit, mais le film l'a été. Et donc j'ai lu ce bouquin qui m'a absolument illuminé, parce qu'en fait, ça m'a aidé à relier plein de petits points avec lesquels de statistiques, en fait, sur la statistique, sur l'utilisation de la data de manière générale. Et en fait, ça m'a aidé à tout mettre ensemble, si vous voulez. Et quand j'ai fini le livre, j'ai cherché à rentrer en contact avec les héros du bouquin, donc Brad Pitt dans le film et Billy Bean dans la vie, qui est devenu un ami intime. Non, Billy. Et donc je suis allé le voir et il m'a montré tout ce qu'ils avaient conçu au niveau de l'utilisation des stats dans le baseball. Alors d'abord, comment les collecter, les stats, et puis après, comment s'en servir. Un point très important aussi dans l'évolution, que ça a été dans le rugby, mais dans le foot aussi, c'est comment corréler la data avec la vidéo. Et ça, je l'ai vu dans le baseball dès 2005-2006. Et donc, je suis rentré à Londres, j'étais à Tottenham à ce moment-là, et on a décidé d'investir complètement dans la data. Donc, on s'est associé avec une société qui s'appelle Decision Technology, qui créait des prix, ou qui conseillait des sociétés sur les prix d'entrée sur le marché de certains produits. Alors ça pouvait être l'équivalent de Carrefour, ça peut être en Angleterre, ça pouvait être l'équivalent d'Orange en Angleterre, Vodafone. Quand ils commercialisaient un nouveau forfait, Vodafone allait les voir en leur disant: est-ce que vous pouvez nous prédire à quel prix ce forfait sera attractif sur le marché? Et eux avaient une branche foot qui était plus du hobby qu'autre chose. Et on a décidé de s'associer à eux. Et en fait, l'histoire est partie comme ça. Donc, on l'a fait à Tottenham avec beaucoup de succès. Après, on l'a fait aussi avec Liverpool avec beaucoup de succès aussi. Et ça continue là-bas. Dans les deux clubs, ça continue. Et donc, bien évidemment, quand je suis arrivé ici, quand on a racheté le club avec un fonds d'investissement américain, dans le fonds, en fait, si vous voulez, il y a une partie qui s'appelle, donc nos propriétaires s'appellent Redbird Capital Partners. Et dans Redbird Capital Partners, il y a une partie qui s'appelle Redbird FC. Redbird FC détient Toulouse Football Club, détient une équipe de cricket en Inde et détient une société d'analyse de data qui s'appelle Zelus, qui est probablement numéro 1 à l'heure actuelle sur le marché mondial. Et je dirais qu'on est extrême dans ce qu'on fait au TFC, parce qu'on ne prend aucune décision sans s'appuyer sur la data, que ce soit dans notre choix de notre entraîneur. L'entraîneur qu'on a actuel, on l'a trouvé grâce à la data. Alors, ce n'est pas que je ne le connaissais pas, bien évidemment, parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès et une très grande carrière. Mais en fait, on a rentré nos facteurs de performance dans l'algorithme par rapport au style de jeu qu'on veut voir le TFC appliquer. Et en fonction de ça, il nous est sorti toute une liste d'entraîneurs. Alors, il vous sort Pochettino, il vous sort Guardiola, il vous sort ces gens-là. Donc, vous savez qu'au TFC, ça va être légèrement difficile de les faire venir. Voilà, un peu hors budget. Il faudrait qu'on vende le stade, voire la ville, pour pouvoir payer leur salaire. Donc, par contre, en creusant, et le nom de Philippe Montagnier revenait régulièrement dans tous nos facteurs de performance, en fait, par rapport à ce qu'on recherchait chez un entraîneur. Donc, on a pris notre entraîneur grâce à la data, on fait tout notre recrutement sur la data, on analyse tous nos joueurs avec la data, tous les adversaires sont analysés avec la data, nos performances de nos équipes, de notre équipe, est analysée avec la data, nos prolongations de contrat est analysée avec la data. Donc, on est en train de créer en ce moment un processus de prolongation de contrat où que moi, je veux complètement conduit par la data. C'est-à-dire que c'est ma 30e année dans le foot de haut niveau. J'ai commencé très jeune quand j'étais à Monaco. J'entraînais les moins de 16 ans. Et si vous voulez, à un moment, je veux sortir du truc. Mon instinct me dit que les supporters pensent que, et l'entraîneur, il pense qu'il faut faire ça, etc.
Moi, ce que je voulais, quand on a commencé en 2005-2006, c'était rationaliser nos décisions. Les rendre beaucoup plus rationnelles, beaucoup moins émotionnelles. Et mon objectif premier, c'est de battre le marché. C'est un peu comme les betteurs, c'est un peu comme les traders en bourse. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à trouver le joueur ou le produit qui est sous-évalué par le marché, ou si vous avez, vous, un joueur ou un produit qui est surévalué par le marché, c'est à ce moment-là qu'il faut le vendre. Si vous trouvez un joueur qui est sous-évalué par le marché, c'est à ce moment-là qu'il faut le prendre. Donc, apporter tout ce côté rationnel dans nos décisions, c'est très, très important. Et là, on a notre analyste, notre data scientist et notre directeur de performance qui sont en train de créer un process d'analyse de nos joueurs qui sont en fin de contrat en 2023. Et en fait, je leur ai fixé comme objectif, entre le 1er octobre et le 1er décembre, il faut qu'on ait analysé tous les joueurs de manière la plus objective possible sur le nombre de séances d'entraînement effectuées ou manquées, sur la propension à être blessé ou ne pas être blessé, sur les stats physiques de match, les stats tactiques de match, sur l'apport technico-tactique au niveau de notre équipe, pour prendre une décision rationnelle, à savoir, est-ce que ce joueur, on le prolonge ou pas? Il a tel âge, on a des références au niveau mondial sur des postes d'attaquants, on sait à quel âge un attaquant commence à décliner, pareil sur un milieu de terrain défensif, etc., etc. Donc voilà, je vous donne un exemple par rapport à ça, qui est concret parce qu'on est en train de bosser à l'heure actuelle, mais le principe c'est battre le marché, sortir des sentiers battus et de la décision, je suis sûr que vous l'avez tous, enfin, certains d'entre vous ont lu le bouquin, c'est Thinking Fast and Slow, c'est comment sortir de nos biais cognitifs qui nous font prendre des mauvaises décisions. L'objectif, c'est ça. Le foot, c'est une industrie qui vaut des milliards et des milliards d'euros. Alors nous, on en est loin à Toulouse, mais quand on fait une erreur, ça peut nous coûter des millions. Quand on prend une bonne décision, ça peut nous rapporter des millions qui après nous permettent de réinvestir dans le club. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que plus on rationalise et on objectivise toutes les décisions qu'on prend, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on s'est jeté, c'est pour ça qu'on utilise énormément la data et qu'on est extrêmement discipliné dans nos processus. Ça, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on fait de la data, comment elle l'interprète. Ça fait pratiquement maintenant 20 ans que je travaille avec la data. Les sociétés ou les personnes dans le sport ou les organisations sportives qui continuent à créer un avantage compétitif en utilisant la data, c'est parce qu'elles sont disciplinées. C'est-à-dire que quand l'été dernier, on fixe des objectifs de recrutement sur les joueurs, on a des facteurs d'indicateurs de performance et quand le responsable de recrutement vient me voir en me disant « oui, mais sur ce poste, on n'arrive pas à trouver, il faut peut-être les baisser », c'est un non catégorique. Je lui dis « on garde notre discipline, s'il faut, on ne prend personne, plutôt que de prendre un joueur qui est en dessous de nos critères de performance. » Vous a jamais déçu? Est-ce qu'il y a un facteur humain, un facteur irrationnel aussi que vous prenez en compte dans la data? Je prends un exemple tout simple. Un coup de boule de Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde, on a beau pouvoir tout analyser, on ne peut pas forcément prédire ce réflexe-là. Ou est-ce que si, c'est théorisé aussi dans l'algorithme? Voilà, c'est deux questions en une sur ce côté irrationnel. Une attaque de cybersécurité sans doute, vous avez piraté le portable. Est-ce que voilà, c'est pris en compte? Est-ce que ça vous a déjà un jour déçu? Est-ce que ça vous a permis d'ailleurs de corriger votre manière d'analyser les choses? Alors, la data ne m'a pas déçu, c'est la manière dont nous, on a interprété la data qui m'a déçu. C'est-à-dire que, en fait, il faut partir du principe que plus vous avancez sur le terrain, et plus la data est juste. C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer exactement tout ce que font les joueurs sur un plan offensif. Plus vous reculez sur le terrain, et plus c'est difficile de mesurer la data et les métriques sur un plan défensif. Parce que sur un plan défensif, il y a beaucoup d'aspects qui sont, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à mesurer. Il y a certains clubs comme Liverpool, comme Man City, nous on va y arriver aussi, qui commencent à mesurer la prise de décision du joueur sur le plan défensif. C'est-à-dire que le joueur, suivant où il se place, il n'a pas de ballon dans les pieds, il n'est pas dans le duel avec un autre joueur, mais son placement fait qu'il va annihiler une action adverse. Et ça, c'est extrêmement difficile à prédire et à lire, de par la data brute que l'on a à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, où on peut être déçu, c'est
c'est d'abord on est très attentif sur les joueurs défensifs. Donc plus on recule sur le terrain, plus le mix entre le recrutement traditionnel de par nos recruteurs et la data est important. Et on donne beaucoup d'importance sur les joueurs défensifs à ce que voient nos recruteurs. Justement parce qu'on essaye de comprendre la prise de décision du joueur et voir s'il va vite ou pas. Parce que la data technico-tactique ne vous dit pas si un joueur va vite ou pas. Ça, nos recruteurs le regardent énormément sur les joueurs défensifs. Et ensuite, il nous est arrivé de nous tromper parce qu'on s'est trompé sur les signes que nous donnait la data. On est parti tête baissée sur des trucs qui n'étaient pas justes. Donc, ce n'est pas tellement qu'elle nous déçoit, c'est comment on l'interprète. Ça, c'est extrêmement important. Et pour répondre à votre deuxième question, le côté personnalité, il y a des choses par rapport à il y a 10, 15 ans ou même 5 ans, il y a des choses que l'on arrive à mesurer. C'est-à-dire, quand vous avez Verratti qui touche 123 ballons sur un match de Champions League, bon, il s'appelle Verratti, mais si chez nous, on a un joueur comme ça, ou si dans notre processus de recrutement, on voit un joueur qui attire le ballon comme ça, la première chose, c'est ce que vous allez dire, c'est que le joueur a une personnalité importante qui dit « Donnez-moi le ballon, moi je vais vous résoudre les problèmes ». Donc, en interprétant la data, on arrive à interpréter d'une certaine manière la personnalité ou certains traits de personnalité d'un joueur. Et ça devient de plus en plus évident. Et avec l'expérience qu'on a, il y a certains aspects de la data qui nous disent « Lui, il est courageux. Lui, il n'est pas courageux. Lui, il se cache. Lui, il ne se cache pas. Lui, il est prêt à prendre des responsabilités. » Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est le coup de sang de Zidane, ou ce genre de choses, ou alors l'adaptabilité, la capacité d'adaptation d'un joueur qu'on va prendre en Norvège ou en Finlande, qu'on va faire venir à Toulouse. On fait une enquête de personnalité extrêmement importante sur le joueur. On ne s'appuie pas sur la data pour le faire, ça c'est mon boulot. Je passe énormément de temps à comprendre quelle est la personnalité du joueur, quelle est sa culture, dans quel environnement il évolue, et à comprendre si cette culture, cet environnement sont transposables au nôtre, à notre culture et à notre environnement. Donc c'est beaucoup plus artisanal, je dirais, mais avec l'expérience, on commence quand même à détecter certains aspects. Frédéric. Alors, en fait, c'est vrai qu'au début de votre intervention, vous expliquez que les grandes organisations sportives américaines, au départ, étaient plutôt en avance par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se fait actuellement en Europe. Et de ce que moi, j'ai vu de mon expérience internationale et en Europe, aux États-Unis, en fait, j'ai l'impression que maintenant, on arrive à une situation qui est quand même équivalente ou similaire. Est-ce que dans les algorithmes que vous utilisez ou dans les outils que vous utilisez, en fait, est-ce que vous voyez des points qu'il faudrait améliorer ou plus de data plus précise qu'il faudrait collecter, ou est-ce que vous voyez des tendances qui se dessinent actuellement sur le marché ou dans le foot ou dans d'autres sports à l'international qui permettraient en fait de maximiser encore plus cette prise de décision dont vous parlez? Alors par rapport aux États-Unis, ça dépend le sport. Par rapport au baseball, on a 20 ans de retard, sans problème. Par rapport à la NFL et à la NBA, sur tout ce qui est captation de la donnée physique, on est en avance. Quand je dis on, ce n'est pas le foot français, parce que le foot français a 20 ans de retard sur ce qu'on 20 ans de retard. Donc on en est loin. Mais par rapport à la captation des données physiques, je pense qu'on est en avance sur la NFL, comme je disais, et sur la NBA. Par rapport à la captation de la donnée technico-tactique, la NBA maintenant nous est passée devant. Le baseball est toujours très en avance sur nous. Le baseball a fait un truc que nous, on n'est pas arrivé à faire dans le foot, c'est qu'ils sont arrivés à mesurer l'aspect défensif des actions défensives des joueurs et des équipes beaucoup plus facilement que nous. La difficulté du foot, c'est que c'est un sport, il n'y a pas de stop and go. Le rugby, vous avez une mêlée, une touche, un ruck, vous repartez. Au foot, c'est complètement, ça va constamment. À NFL, il s'arrête toutes les 30 secondes ou 10 secondes même. Je ne vous fais pas tous les sports, le basket, etc., le volley. Alors que nous, c'est free flow, ça n'arrête pas. Donc c'est très difficile. C'est pour ça que c'est plus difficile à mesurer. Ensuite, alors, je dirais, ce que nous, l'aspect sur lequel nous on travaille énormément, c'est, il y a deux aspects qui viennent à l'esprit. Mesurer toute la partie défensive et la prise de décision du joueur
sur l'aspect défensif. En fait, arriver à mesurer l'intelligence du joueur dans ses décisions sur un plan défensif. Je pense qu'on va y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Et le deuxième aspect, mais qui est plus, qui est plus sur la partie fitness, c'est on est en train de progresser énormément dans tout ce qui est prévention de blessures. Et là, grâce au GPS, grâce au questionnaire de wellness, grâce à à différents aspects, ou les CPK, ou de différentes choses qu'on peut faire, on a quand même fait énormément de progrès pour arrêter le joueur avant qu'il casse. Et ça, je pense qu'à l'avenir, on va être encore plus performant. C'est une clé du sport de haut niveau, parce que les millions et les millions et le million d'euros qui sont payés chaque année à travers tous les sports à des joueurs blessés, c'est un truc phénoménal. Donc si on arrive à baisser le nombre de blessures, ce qui veut dire avoir moins de joueurs sous contrat et les garder performants toute la saison, ça sera un pas énorme et c'est la data qui va nous aider à y arriver. Le fait que la data se démocratise dans le sport professionnel, il n'y a pas une forme d'uniformisation du sport, et comment faire la différence d'une équipe à une autre si tout le monde finalement utilise la data? Et est-ce que ça permet de porter la discipline vers une certaine forme d'excellence, ou est-ce que on se retrouve avec un jeu qui peut être un peu stéréotypé de par l'utilisation massive de tous les clubs de la data? Je parle en l'occurrence du football, mais on pourrait évidemment l'imaginer pour tous les autres sports. Alors moi je trouve que c'est l'opposé en fait, parce que il n'y a jamais eu autant de buts marqués dans les championnats européens. Il n'y a jamais eu autant de buts marqués au championnat d'Europe l'été dernier, à la dernière Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu autant de monde à les stades ou autant de monde derrière leur télévision. Le spectacle est constant. Et en fait, je pense que la data a aidé à identifier des styles de jeu attractifs, entrayants, basés sur l'attaque, basés sur le pressing haut, qui deviennent de l'entertainment, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, la manière de jouer attractive, attrayante, spectaculaire, elle est confirmée par la data. C'est-à-dire que la data nous dit, si vous voulez gagner au haut niveau, il faut jouer comme ça. Donc, je pense que c'est l'inverse. On va vers plus de spectacles parce que la data montre aux gens, aux décideurs du foot, que la bonne manière de jouer, c'est en fait pour monter. Pour qu'on monte, tout le monde vous dit pour avoir du succès, il faut avoir une bonne défense. C'est pas vrai. Les 20 derniers clubs qui sont montés de L2 à L1, ils avaient les 3 meilleures attaques, pas les 3 meilleures défenses. Donc nous, on sait que pour monter, il faut qu'on fasse plus 29 de différence de but, de goal average. Et pour faire plus 29, on ne va pas les faire en concédant moins, on va les faire en marquant plus. Marquant plus, ouais. Donc, et ça, c'est la data qui nous le montre. Ouais. Et après, par rapport à l'uniformisation du sport, je pense pas. Moi, franchement, je pense pas. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de créativité. Le jeu va de plus en plus vite. Alors, je pense pour le mien de jeu, j'adore le rugby, mais je ne connais rien, donc je ne vais pas en parler. Mais pour le mien de sport, ça va de plus en plus vite. Les joueurs doivent prendre des décisions sur des temps de réaction de plus en plus courts, ce qui veut dire qu'il faut avoir une technique encore meilleure pour pouvoir vous sortir des situations dans lesquelles il faut prendre les décisions, ce qui veut dire une augmentation du rythme du jeu, ce qui veut dire plus d'attaques, plus de buts, etc. Et je trouve ça formidable. Et excusez-moi de parler autant, mais pour répondre à... Je pensais qu'entre un Toulonnais et un Biterrois, on allait tenir le truc jusqu'à la fin. Pour répondre à la dernière partie de votre question, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait la différence quand vous utilisez la data, c'est votre discipline. Si vous y croyez et que vous êtes discipliné jusqu'au bout dans ce que vous faites, ça va vous donner un avantage compétitif sur la concurrence. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui va dire « Non, mais moi, je ne le sens pas. Je pense qu'il vaut mieux le prendre lui parce que quand il court différemment de lui, etc. » Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On part avec la data, on y croit, ça marche, on prouve que ça marche. Il y a des gens qui l'ont prouvé bien avant nous que ça marchait. Et si on s'y tient et qu'on est discipliné, on va y arriver comme ça. Allez, pour conclure, des questions peut-être dans l'Assemblée, ou est-ce que le discours... deux questions, alors on va prendre au premier rang ici. Bonjour, merci pour votre intervention. Ma question est toute simple, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui un profil qui ne rentre pas dans le data, est-ce que vous avez déjà eu des surprises positives par rapport à... Des surprises positives d'un profil qui n'entrerait pas dans la data. Je répète la question pour les internautes. Non.
pour être tout à fait honnête avec vous, pas vraiment. On a mis en place un système de tracking, en fait. On vient de finir le mercato, donc c'est la période de transfert dans le foot. Et en fait, on a fait un débrief du mercato sur la première semaine de septembre, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas fait de bien. Et on a décidé de mettre en place un système de tracking sur 10 joueurs dans le monde, soit qui nous intéressaient, qu'on n'a pas pu faire venir, soit qui sont partis pour un prix beaucoup plus important que ce qu'on avait estimé, et donc qui sont estimés par le marché plus fort que ce que nous, on pense. Et en fait, on s'est dit, suivons ces joueurs pendant 12 mois, voire plus longtemps, et voyons ce qu'ils donnent. Et en fait, on le fait pour améliorer notre modèle statistique. Si on s'est trompé, ça veut dire que notre modèle, on peut le corriger. Si on a raison, ça veut dire que notre modèle est juste, d'une certaine manière. Donc, ces surprises-là, c'est vraiment très rare. Quand j'ai commencé à Tottenham en 2006, la première fois, c'est nous qui on a créé le système d'expected goals, pour ceux qui savent ce que c'est. Et la première réunion, les statisticiens viennent me voir. Ils me disent, voilà ce qu'on a trouvé. Pour nous, voilà les bons joueurs. Et il me sort Messi, Ronaldo, Berbatov, etc., etc. Je leur ai dit, OK, c'est bon, vous avez juste. Parce qu'eux sont partis, pas des noms des joueurs, eux sont partis de la data. Ils m'ont dit, voilà, le meilleur joueur du monde, c'est lui. Le deuxième, c'est lui. Le troisième, c'est lui. Et je me suis dit, en fait, si la data arrive à identifier les meilleurs joueurs, c'est qu'on a quelque chose. Et à partir de là, on est assez certain de ce qu'on trouve. D'autres questions? Allez-y. Alors la data confrontée à la biologie et à la physique. Non, c'est data en fait, ce que veut dire le monsieur, c'est que quand on prend des décisions par rapport à de la data qui s'appuie sur des sciences comme la médecine, la biologie, etc., on a des certitudes, c'est vrai. Quand tous les matins on regarde les CPK ou à J+2, J+3 par rapport à un match, c'est-à-dire qu'on fait une prise de sang, on regarde si le joueur a beaucoup d'acide lactique dans le sang ou s'il est redescendu, ça on a des certitudes. Il y a des papiers qui sont sortis scientifiques là-dessus depuis des années. Et je vous rejoins. Par exemple, on a un joueur qui était monté vachement haut au niveau des taux de CPK avant le match de lundi, parce on a joué samedi, mardi. Jusqu'à samedi, ça n'allait pas. On s'est dit, on le fait jouer quand même. Est-ce qu'il risque une blessure? On l'a retesté dimanche, on l'a retesté lundi. Il ne s'est pas blessé, mais il a été nul. Donc, il n'avait pas récupéré du match du samedi, mardi. Là, on a des certitudes. Ce dont vous parlez, je suis entièrement d'accord avec vous. Le fait que le foot ce soit un sport de free flow qui n'arrête jamais, qu'on ait du mal à mesurer ce que font les joueurs sur un plan défensif et qu'on n'ait pas de certitude scientifique sur plein d'aspects, c'est un peu la beauté du sport en fait. C'est qu'il y a plein de trucs et que si Zidane met un coup de boule à Materazzi qui le mérite au demeurant, ça on peut pas le maîtriser. Il n'y a pas d'article scientifique là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir l'expérience de l'interprétation de la data pour commencer à avoir des certitudes. Mais on est tout le temps dans le doute. Si on fait le tracking dont on a parlé tout à l'heure sur 10 joueurs dans le monde, c'est parce qu'on est plein de doutes et qu'on veut constamment améliorer notre modèle. Et alors, on a quelques certitudes, mais pas beaucoup de certitudes, et on veut surtout constamment innover, constamment chercher à s'améliorer. Allez, une dernière question avant de passer à la cybersécurité, jeune homme. Alors, à partir de quel moment vous commencez à suivre les joueurs avec la data? Alors, au niveau physique, c'est plus facile parce qu'on met les GPS dès l'âge de 16 ans. Donc, on a des retours GPS, match et entraînement dès cet âge-là. Donc, ça fait que les joueurs, nos gamins qui sont dans l'équipe professionnelle maintenant, qui ont 19-20 ans, on a 3-4 ans de recul GPS sur eux. C'est ce que disait Christian tout à l'heure. On a quand même un peu de prédictibilité là-dessus maintenant. Sur des facteurs de haut niveau, on sait qu'à 16 ans, si au milieu de terrain, il faut faire 12 km et qu'on a un milieu à 16 ans qui fait 8, ça va quand même être difficile pour lui, à moins que ce soit Messi, parce qu'il fait 8 par match. Ça va quand même être difficile pour lui d'y arriver.
Sur le plan technico-tactique, on commence à collecter de la data à partir des moins de 17, mais c'est nous qui récupérons la data, c'est pas Opta, c'est pas Statbomb, c'est pas industrialisé. J'aimerais bien avoir 25 ingénieurs en Inde ou je ne sais où qui nous collectent la data sur les matchs de moins de 16 ou de moins de 15 jusqu'à la réserve. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais voilà, on commence à avoir quelques idées quand même là-dessus. Merci Président, on vous souhaite plein de belles choses pour la fin de la saison et de vous retrouver en Ligue 1 évidemment la saison prochaine, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va continuer avec la data mais la sécurité maintenant qui nous concerne avec notre expert cybersécurité Philippe Guilbert. Philippe, quels sont les risques liés à la collecte de ces datas? Il y a des données qui sont scientifiques, qui sont de l'ordre du secret médical. De toute évidence, ces datas ainsi collectées doivent être protégées. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais juste rajouter RGPD. Et cybersécurité, c'est très important puisque nous sommes un cabinet d'RGPD avec un axe cybersécurité. Et pour répondre à la question, nous réalisons des pentests, donc la défense. Si je donnais une image aujourd'hui de la défense d'un système d'information ou d'un stockage de data, c'est un peu comme un château fort. Vous avez le donjon, vous avez la première rangée, le premier rempart, le deuxième rempart, des trappes, des fosses, etc. Il y a deux approches à faire. La première, c'est soit une approche passive, dans ce qu'on appelle un audit, qui répond à des normes précises. Et je vais analyser donc les faiblesses depuis l'interne en me référant à des normes établies. Et après, vous avez une deuxième approche qui, je dirais, l'approche sans règles, simplement avec des limites d'engagement. Et là, c'est le pentester. Donc, ce qu'on appelle le hacker éthique, qui lui est à l'extérieur donc de cette cité, on va prendre Carcassonne par exemple, de cette cité protégée, et qui va utiliser tous les moyens possibles et imaginables sans respecter aucune règle pour trouver des failles, des sensibilités et pouvoir rentrer en profondeur jusqu'à atteindre ce donjon où se trouve la data. Voilà la différence, si vous voulez, entre un audit qui répond à une norme et une action donc pentest pour chercher les faiblesses et les endroits d'entrée. Par contre, il y a un point très important, je dirais, c'est qu'un château fort, comment tombe-t-il? Généralement par une porte dérobée. Et généralement, le premier qui ouvre la porte dérobée, c'est quelqu'un qui est dans le château fort. Et je vais vous renvoyer quelques années en arrière, des petits logiciels tout gratuits, tout faciles à trouver, ou pour 1 ou 2 euros, 1 ou 2 dollars, qui étaient des logiciels de surveillance de votre conjoint. Et le premier hacker, il est à côté de vous. C'est votre conjoint qui va mettre dans votre téléphone un logiciel où va pouvoir tracer vos emails, vos échanges téléphoniques, votre déplacement. Donc, c'est un peu, si vous voulez, pour ouvrir... C'est rassurant. Le deuxième, c'est votre fils à qui vous avez interdit d'accéder à des heures précises à la box et qui va dire, tiens, c'est pas un souci, j'ai un PC, je prends un petit logiciel, j'achète un petit livre à 3 euros au kiosque où je regarde un beau tuto sur YouTube et je vais pirater le Wi-Fi du voisin. Donc, cette notion de protection et aussi la notion de la data, c'est très important. C'est que la data, c'est quoi? C'est une information. Donc, la première question, c'est où va cette information brute? Parce que, en fin de compte, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que dans le temps, on avait des personnes qui notaient sur un papier, on faisait des réunions de brainstorming, etc. Aujourd'hui, on a une multitude d'outils qui nous permettent d'avoir une multitude d'informations. Donc, on a des milliards d'informations brutes. Ensuite, va venir donc le raisonnement, l'ingénierie, l'intelligence artificielle pour analyser, traiter. Voilà. Donc, d'abord, où vont mes data? Qui les a? Qui les conserve? Qui a accès? Mais l'autre question à se poser aussi, c'est une fois que l'analyse est faite, qui a cette analyse? Qui la protège? Qui la diffuse? C'est les réflexions qu'il faut se mener. Mais maintenant, je vais descendre un peu plus bas, si vous voulez, parce que là, on a deux poids lourds. Mais moi, je m'intéresse aussi aux sportifs non licenciés, aux sportifs amateurs. Je m'intéresse aux petits clubs, à l'association. Et je dirais, le premier outil aujourd'hui qui est hyper dangereux, vous l'avez tous avec vous, il a sonné, le mien, c'était mon pentester. Je n'ai pas été hacké, c'est mon pentester qui m'a appelé. Et là, aujourd'hui, les datas, c'est 80% des données qui sont collectées sur vous, toutes vos habitudes. Et j'aimerais bien savoir qui aujourd'hui, là, dans l'assistance, ou derrière leur écran, a enlevé son Bluetooth, a enlevé sa géolocalisation, a un antivirus, pas gratuit, un vrai antivirus, et éventuellement un VPN. Et qui aussi, aujourd'hui, parmi vous, a 2 téléphones. Un téléphone professionnel, un téléphone privé. Ceci, la première porte d'entrée sur vos informations, sur le data. C'est une collecte permanente. Donc, je dirais, la première action de protection, de cybersécurité, c'est l'utilisation de mon téléphone. Qu'est-ce que j'en fais? Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas le centre de ma vie. Et
si vous voulez, ce que je voudrais faire, c'est un peu comme dans le cercle des poètes disparus. J'aimerais, je ne sais pas si vous avez vu ce film, à un moment, il dit aux élèves, vous voyez la classe, oui, montez sur la table et regardez de nouveau la classe. Et vous la verrez de façon différente. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de regarder différemment cet outil. On ne peut pas reculer contre l'évolution. On ne peut pas. Aujourd'hui, plus ça va vite, ça s'accélère. Comme on disait, moi j'ai connu l'époque où je partais des pièces de 20 centimes pour téléphoner à mon ami, quand j'étais adolescent à la cabine au fond du village. C'est fini ça. Donc juste prendre un recul et sortir un peu des préjugés, des présupposés et des certitudes. Il y a une marque de téléphone qui disait à une époque, il y avait une petite pomme, parce que je ne donnerai pas de marque, qui disait « Nous sommes inviolables ». C'est marrant, et il y a un petit hacker qui s'amusait, qui a divulgué la possibilité de détourner la sécurité, de rentrer dans un iOS 15. Oh mince, j'ai cité la marque. Donc l'inviolabilité n'existe pas. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est pas si je vais perdre des données, si on va me voler des données, c'est quand est-ce que je vais l'être. Et la cybersécurité, sans une notion de règlement général de la protection des données, sans cette approche un peu juridique, méthodologique, c'est un peu comme acheter une super voiture, c'est super, vous avez une Ferrari avec dernier cri. Par contre, vous n'avez ni le code, ni le permis. Donc, cybersécurité, c'est bien, mais il faut prendre l'ensemble de la vision. Donc, ce téléphone, vous avez compris qu'il faut non pas s'en méfier, mais le gérer. Gérer vos habitudes, vos réflexes. Les réseaux sociaux. Qui n'est pas sur TikTok? Qui ne va pas dire « Je pars une semaine m'entraîner à tel endroit. Superbe. Il n'est pas chez lui pendant une semaine. Je vais pouvoir aller payer son appartement. » C'est arrivé des grands joueurs qui disaient leur sortie, quand ils sont revenus chez eux, plus de Ferrari, l'appartement vidé. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça, c'est l'outil. Après, dans l'outil, vous avez des solutions. La question à se poser au niveau des solutions, c'est est-ce que cette solution va être ouverte ou fermée? Est-ce qu'elle va protéger mes données ou non? Un petit réflexe tout simple, lorsque vous prenez une solution, je ne parle même pas des open source, qui sont portes ouvertes à pas mal d'abus, c'est d'aller regarder un petit coup d'œil dans la politique de confidentialité. Déjà, s'il n'y en a pas, sur le logiciel que vous allez utiliser, et je parle pour les sportifs amateurs, il faut vous poser une question. Et une fois que vous êtes dans la politique, descendez un peu, prenez le temps. Et vous allez fouiller. Et moi, j'ai un exemple très simple d'une société qui m'a contacté, qui m'a dit « Monsieur Hilbert, je vais faire un cloud vraiment français, souveraineté numérique, etc. » Je dis « Ok, je regarde, je descends. Et je constate que son système de paiement est hébergé aux États-Unis. Quid? C'est-à-dire que mes données vont transiter dans un pays qui sort du cadre de la souveraineté européenne et du règlement de la protection des données qui protège vos informations. Donc ça, c'est le logiciel. Il faut poser des petites questions. Soyez curieux. Prenez un peu hauteur. Il ne faut pas non plus être paranoïaque. Mais il y a des réflexes simples à avoir lorsque vous mettez en place des applications. Après, vous avez donc ce transfert. Ces informations, elles vont partir où et chez qui? Superbe solution, seulement elles sont sauvegardées. La data, super, elle est bien protégée. Mais quand vous descendez, c'est sur un cloud en Chine. Petite question. Un petit exemple tout simple. Strava, logiciel de géolocalisation, on se sert dans le sport. Vous chercherez un peu. Il y a un petit hacker qui s'est amusé, qui a recoupé et qui peut avoir les informations de Strava et du déplacement des bases américaines. Ce qui veut dire qu'en temps réel, on savait où étaient les bases américaines, où étaient les troupes, où est-ce qu'elles s'entraînaient, où elles couraient. Alors je vais redescendre un peu plus bas. Vous faites vos footings tous les jours de 6 h du matin au bord du lac. Mais c'est soit je peux vous pister, soit je peux aller visiter votre appartement. Maintenant, on va revenir sur un autre cadre. Vous avez une montre connectée. Alors je ne vous parlerai pas de toutes les failles sur la montre connectée, des pertes de données, etc. Vous faites du footing. Vous avez un petit logiciel sympa qui en plus vous explique comment vous déplacer dans les villes. Et puis, vous êtes en même temps dans un centre de recherche sensible à Toulouse. Et Dieu sait si nous avons des beaux centres de recherche sensibles, au niveau de l'aéronautique, au niveau de la santé. Je vais faire un profilage. Je suis un hacker, je vais faire un profilage. Je suis dans l'espionnage industriel. Vous n'y pensez pas, mais pourtant. Et je vais surveiller vos habitudes. Et je vais savoir que vous achetez tel type de montre. Je sais qu'il y a telle faille. Je vais vous suivre. Je vais pouvoir hacker votre montre, hacker votre téléphone. Et en plus, votre téléphone, c'est le pro parce que vous n'avez pas mis votre montre sur votre téléphone perso. Et je vais pouvoir rentrer et espionner le développement que vous faites sur un satellite, sur un vaccin. C'est ça, aujourd'hui, la notion de cybersécurité, c'est oui, il y a des outils, oui, il y a des moyens, mais la faille la plus importante aujourd'hui, c'est vous. Alors, comment faire pour s'en prémunir justement de ça? Parce que c'est assez... Bon, ce constat, on l'a déjà fait. Le constat, il est
assez effrayant. On se rend bien compte qu'il y a de l'appétence de la part des cybercriminels pour ce genre de données, pour toutes les utilisations que vous avez citées, peut-être même d'autres auxquelles on n'a pas pensé, mais Il y en a en pas. même temps, on n'est pas cybercriminel, donc Non. tant mieux. Mais comment s'en prémunir? Est-ce qu'on doit faire appel à des solutions, je pense aux clubs, aux associations, aux fédérations, dans le cadre de la data par le sport? Est-ce qu'on peut s'en prémunir grâce à des agences comme les vôtres? Ou est-ce que de simples réflexes et du bon sens, comme vous êtes en train de nous le rappeler, suffisent pour se prémunir de ce genre de situation? Alors, nous avons un principe chez nous, c'est de ne pas vendre ce qui est gratuit. Vous avez 2 sources de données qui sont ouvertes, qui s'appellent la CNIL et la NSSI. Je vous recommande tous de le noter et d'aller sur leur site. Vous avez des tas de fiches pratiques. Après, d'avoir une petite veille, écoutez ce qui se passe. Vous avez un sport, vous avez une activité, restez en veille. Regardez les alertes. Vous avez aussi des gens qui sont très proches, qui s'appellent les gendarmes. Bon, je ne sais pas parce que je suis un ancien gendarme. Hein. Mais vous avez une cellule de surveillance de cybercriminalité toujours à côté de chez vous, qui font des informations, qui font des formations, qui font des sensibilisations. Et en tant que sportif, vous avez aussi une responsabilité par rapport à votre association, à votre club. Et je parlerai d'un joli club de rugby hein, qui commence par MONT, je crois, qui a été hacké cet été. Vous avez une responsabilité par rapport à vos clubs, à vos associations, de leur demander de mettre en place cette conformité, de réfléchir à la façon dont ils doivent protéger les données du club, parce que c'est aussi la vie, c'est votre vie, le club, et vos données personnelles. Un exemple tout simple qui se passe très loin, au Canada. Petit pirate, 900 licenciés de judo hackés. Bon, on dira, le judo, un petit club, c'est pas important. Bon, enfin, c'est parce que Teddy Riner n'est pas là, sinon vous ne diriez pas ça. Clairement. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé cette petite base de données sur un blog. Sur un blog. Donc, a priori, pas grand-chose. Le nom, le prénom, etc., etc. La différence, c'est grâce à cette information, on peut très bien rentrer et faire une fraude au président au club. Fraude au président, c'est voler de l'argent au club, et qui sera au détriment donc du développement du club. Merci. On va passer la parole tout de suite à notre dernier intervenant. Merci parce à vous. qu'il nous reste 4 petites minutes simplement. On va parler cette fois de la data dans le sport, mais dans le tissu associatif et universitaire avec toi, Benoît Maury, avec vous, Benoît Maury, qui représentait le TUC, le Bonjour. Toulouse Université Club. Justement, comment mettre en place la digitalisation et le recueil de data dans le tissu associatif et universitaire? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on est sensibilisé? Alors moi, je vais aller travailler à l'opposé de tout ce qui a été dit avant. Nous, le monde amateur, la difficulté, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place. Moi, je vais revenir à 2019, avant le Covid. Moi, je suis président d'un club de foot. J'ai aussi 6200 adhérents au Toulouse Université Club. J'avais une section sur 23 qui faisait tout en digital. Une. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai 22. Voilà. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai dû tout changer. J'ai dû les sensibiliser au RGPD. J'ai dû sensibiliser les adhérents à faire leurs propres adhésions. J'ai dû aussi former les gens à comment on utilisait les fichiers informatiques, où est-ce qu'on devait les donner. Aujourd'hui, il me disait, mais moi j'ai tout sur Excel. Très bien. Mais moi j'ai toutes les sections, elles ont toutes eu des données qui ont disparu. J'en avais même qui me collectaient les données de sécurité sociale. Hein, totalement interdit. Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est ça la difficulté. C'est qu'on tombe face à quelque chose qui n'était pas prévu, où le Covid nous a demandé d'accélérer. Le paiement en ligne, il y a 2 ans, on me disait ça coûte cher. Aujourd'hui, tout le monde le met en place. Hein. On me disait il y a 2 ans, c'est compliqué de mettre un dossier d'inscription en ligne. Aujourd'hui, ils le font tous. Hein. Et c'est ça qu'il faut changer. Et les universitaires, ils ont eu de l'habitude. Moi, en 2004 ou 2005, on a toujours l'habitude, nous, les clubs universitaires, de se réunir en universités sportives d'été, qui ne sont pas sportives, mais qui sont cérébrales, où on parlait de digitalisation. On parlait de comment le digital va transformer le club de sport. Aujourd'hui, la consommation d'un club de sport a changé. Aujourd'hui, sans le digital, le club de sport, il ne va plus exister. Si demain, on ne met pas le digital au milieu, on ne pourra plus s'adapter à la transformation que va demander le club de sport, ne serait-ce que dans sa gestion. Et sa gestion, qu'est-ce que ça apporte? C'est des ressources humaines, c'est des bénévoles. Si vous avez besoin de beaucoup de bénévoles pour gérer vos dossiers de licence, ben vous n'aurez pas beaucoup de bénévoles pour aller sur le terrain pour vous aider. Alors que si tout ce qui est géré au niveau administratif est géré au niveau digital, et bien derrière, vous pouvez les mettre sur le terrain, vous pouvez accompagner plus facilement vos éducateurs, vos entraîneurs, vous pouvez former mieux les gens, vous pouvez récupérer de la data pour le TFC, pour MyCoach, pour tout le monde, et ça permet d'avancer. Et ça, aujourd'hui, c'est cette transformation-là, c'est cet engagement que doit prendre le club de sport. Et c'est vous, là je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est vous étudiants qui allez devoir apporter ça aux anciennes générations.
Voilà. Aujourd'hui, les anciennes générations sur le digital, ils ne savent pas le faire. Ils disent c'est trop loin, vous avez été formé avec le digital. Moi, en 2014, quand j'étais directeur sportif, j'ai MyCoach qui est venu. J'ai Cédric Messina qui est venu au club de foot. Mais tout le monde il m'a dit mais non, ça ne sert à rien, ça ne va rien apporter. Aujourd'hui, ils se battent tous pour que je prenne l'option maximale de MyCoach. Tous les jours, j'ai un texto. Tous les jours. Benoît. Voilà. On le met en place. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Christian, ça fonctionne bien. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'utilise. Tout le monde le publie. C'est-à-dire que quand maintenant, ils me font les convocations, ils ne me les font plus par papier. C'est plus un bénévole qui me le fait. C'est envoyé par texto, c'est envoyé par mail. Les communications, elles sont par WhatsApp. Tout est dans le digital. Voilà. Et il faut sensibiliser. De l'autre revers, c'est que celui qui va les utiliser, il a de la donnée sensible et de la donnée de personne. Voilà. Et quand on a potentiellement le numéro d'un élu dans son fichier de joueurs, ça peut devenir compliqué. Voilà. Il suffit juste que le téléphone il soit perdu et paf, c'est à la vue de tout le monde. La responsabilité de qui? Du président. Voilà. Donc, pourquoi le digital aujourd'hui va devoir se réformer au sein du secteur associatif? C'est qu'il va falloir centraliser tout ça aussi, donner plus d'outils sur une même et unique plateforme, la transformation des pro-logiciels tels qu'Assoconnect, tels que Yapla, tels que tous ces outils-là, parce que le bénévole aujourd'hui, c'est lui qu'on doit agir, c'est lui qui doit amener à la formation. Parce qu'un bénévole non formé, c'est un bénévole qui fait des erreurs. Voilà. Et ça, on se doit de porter justement des messages, et c'est vous qui, quand vous allez dans vos clubs, quand vous allez dans vos associations sportives, devez les amener aux dirigeants, aux bénévoles, aux présidents, et par moment aussi, ne serait-ce qu'à votre coach quand il vous encadre. Merci Benoît. Si je dois avoir un Merci. petit mot de conclusion, je dirais la data oui, mais bien sûr maîtrisée et sécurisée évidemment. Merci messieurs, merci Frédéric pour cette première table ronde. Merci. On va se retrouver dans quelques instants, on peut les applaudir. Merci évidemment pour eux. On va se retrouver dans quelques instants avec une nouvelle table ronde, cette fois-ci la data autour de l'expérience sportive et du supporter. À tout de suite.